Sur le génome, il y a des gènes, et ces gènes, il faut qu'ils soient exprimés pour ensuite donner des protéines qui vont avoir des fonctions, et c'est elles qui vont déterminer la fonction de la cellule. Donc en fait, ça se passe comment? Si on visualise ici la molécule d'ADN, qui est dépliée, avec les bases ici qui se font face, en fait, il va falloir faire une photocopie du gène. Parce qu'on ne va pas toucher au patrimoine ici de l'ADN. On va dire, voilà, si cette partie-là correspond à un gène, et que je veux qu'il soit exprimé, on va faire une photocopie de cette séquence, et ça s'appelle la transcription. Donc, il y a des séquences ici qui sont présentes, qui vont être reconnues par des protéines, et qui vont dire, ici commence un gène, et on fait une transcription. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le gène il est constitué de parties qu'on appelle des exons, qui vont être codées et traduites, et des parties qu'on appelle des introns, qui elles servent plus à de la régulation en fait de cette molécule. Ce transcrit-là, cette photocopie, elle n'est pas encore suffisamment bien puisqu'on n'a pas l'information n'est pas correctement agencée. On va avoir un nouveau processus qui va s'appeler en fait l'épissage et on va enlever ces parties ici, ces introns, pour pouvoir mettre bout à bout les parties codantes qui vont servir à la traduction de la protéine qui s'appelle les exons. Donc on va l'ADN, on fait une photocopie en une molécule qui n'est pas tout à fait prête et on va la préparer en enlevant ces introns et en mettant bout à bout le code qui va permettre en fait ensuite d'être, ça s'appelle l'épissage et qui va être ensuite traduite en protéines. Tous les jours, on a à peu près 1 milliard de cellules qui doivent être renouvelées. Alors, dans tous les tissus, on ne va pas avoir des taux de renouvellement qui vont être identiques. Les cellules sanguines vont se renouveler plus rapidement que les cellules du foie, par exemple. Mais d'une façon générale, tous les jours, on a besoin de renouveler 1 milliard de cellules. Il y a plusieurs millions de divisions cellulaires par seconde qui sont nécessaires pour maintenir l'intégrité d'un être humain. 3 millions de divisions cellulaires par seconde demandent la synthèse de plus de 500 millions de kilomètres d'ADN par jour. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a 2 mètres à peu près d'ADN par cellule, on a 10 000 milliards de cellules. Si on doit en renouveler à peu près 1 milliard, il faut faire de nouvelles cellules, ce qu'on appelle la division cellulaire. Et si on veut maintenir l'intégrité du corps humain, eh bien, ça veut dire qu'il faut resynthétiser pour chaque cellule 500 millions de kilomètres d'ADN par jour. C'est-à-dire que c'est plus que la distance de la Terre au Soleil. Ça veut dire que là aussi, on passe de l'infiniment petit, en fait, à des notions d'infiniment grand, parce qu'on est dans un niveau de complexité telle que la performance doit être extraordinaire. Ça veut dire aussi quoi? Ça veut dire qu'il faut un contrôle ultra performant parce qu'il faut que l'intégrité de l'ADN, au moment de la réplication, c'est-à-dire qu'au moment où on va faire une nouvelle cellule, soit quasiment, pas complètement, mais quasiment parfaite. C'est un équilibre entre la conservation de cet ADN pour pouvoir garder l'intégrité de l'organisme et aussi permettre une certaine variation minime mais qui va être à l'origine de la biodiversité. Vous imaginez une machine qui soit capable de faire tous les jours une synthèse de 500 millions de kilomètres de petites bases les unes à côté des autres sans se tromper. Eh bien, il a fallu qu'il y ait des systèmes de réparation qui soient mis en place par cette cellule, ce qu'on appelle les grands systèmes de réparation, parce que l'ADN, qui est soumis continuellement à des facteurs environnementaux, ces facteurs environnementaux, ça peut être les ultraviolets du soleil, ça peut être des agents qui vont être physiques, chimiques, et qui vont altérer en fait la structure de l'ADN. Et on estime à peu près entre 1000 et plus d'1 million le nombre de lésions par cellule et par jour, dues à l'environnement extérieur. Ça veut dire qu'il faut bien sûr réparer cet ADN qui a été abîmé. Et pour ça, dans la cellule, l'évolution a mis un certain nombre d'outils qui sont des outils de surveillance, que je représente ici par une petite voiture. En fait, ce sont des protéines qui patrouillent le long de l'ADN
en permanence et qui permettent de détecter les dommages de l'ADN. Donc quand l'ADN va se multiplier, il y a des erreurs qui peuvent se passer. Quand l'ADN va être attaqué par des agents extérieurs, où il va être abîmé, grâce à ce système de détection, il va y avoir une alerte qui va se mettre en place dans la cellule. Donc ces systèmes de détection, ce sont des protéines qui les assurent en permanence et qui se promènent sur l'ADN. À ce moment-là, s'il y a un problème, on a une deuxième étape qui est la préparation de la réparation. La protéine qui s'est promenée le long de l'ADN a vu qu'il y avait un problème, elle va appeler de nouvelles protéines, qui sont ici, et qui vont venir préparer le chantier, c'est-à-dire que si les petites bases, il y en a qui sont abîmées, c'est comme si en fait un immeuble s'était écroulé, il faut pouvoir enlever les gravats avant de pouvoir réparer. Donc là en fait, ces protéines-là, elles viennent et elles nettoient un petit peu pour préparer en fait la nouvelle synthèse de l'endroit où ça a été abîmé. Et donc ça permet en fait au troisième système, qui est un système de recombinaison qu'on appelle recombinaison homologue, de venir et de recopier sur le nouveau brin d'ADN en se servant comme matrice soit du brin qui est restant, soit de l'hélice sœur non endommagée, de recopier en fait à l'identique ce qui a été abîmé. Donc, grâce à ces outils de surveillance, de préparation, de réparation et de resynthèse, on a quand même, face à ces dommages extérieurs, des systèmes qui sont très efficaces. Malgré tout, on peut avoir des fois où ça ne se passe pas bien, ou en tout cas, l'ADN n'est pas bien réparé. Et en tout cas, il y a des erreurs qui se passent au niveau de l'ADN, ce qu'on appelle les mutations. Alors, on a deux grands types de mutations. Une mutation, ce qu'on appelle de novo, c'est-à-dire qui surviennent dans l'organisme. Et puis, des mutations qui sont héritées, qui, en fait, viennent du patrimoine génétique de son père ou de sa mère, qu'on a hérité. Et en fait, là, en moyenne, chaque enfant qui naît hérite à peu près de 10 à 30 nouvelles mutations ponctuelles dans son génome. C'est pas beaucoup quand on imagine qu'on a 3,2 milliards de paires de bases. Mais ça peut être beaucoup quand on imagine que cette mutation, c'est-à-dire que le changement d'une seule lettre, peut avoir comme conséquence, comme je vais vous le montrer tout à l'heure, la perte d'une fonction d'une protéine, la perte d'une fonction d'une cellule, d'un tissu, et qui peut amener une maladie, qui peut amener jusqu'à la mort. Donc, on a ces mutations ponctuelles, et l'essentiel de ces mutations, heureusement, sont sur des variations neutres de la séquence, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. En fait, on n'a que 21 000 gènes. Donc, on a 1,5% du génome qui code pour des gènes. Et il y a une très très grande chance pour que ces 10 à 30 nouvelles mutations tombent dans des endroits qui ne sont pas des gènes. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas important, mais en tout cas, ça ne va pas avoir de répercussions. Ça va avoir des répercussions, mais en tout cas, ça peut être sans conséquence par rapport à la fonction de la protéine, qui sera codée par le gène. Donc, on distingue deux types de mutations, des mutations simples. Donc, cette mutation simple, elle a une faible probabilité de survenue, c'est-à-dire que le système n'est pas parfait, on n'est pas 100% efficace sur ces 3,2 milliards de paires de bases, mais on a quand même, je trouve, une efficacité qui n'est pas mauvaise, puisque cette mutation, juste cette erreur de une paire de bases, eh ben, la survenue, la probabilité, c'est un risque sur 10 millions. Et puis, on a aussi des mutations qui surviennent de façon plus fréquente et qui sont dans des séquences qui sont des séquences de l'ADN qui sont instables, parce qu'elles sont formées par des répétitions successives en fait, de différents motifs, comme si on avait des mots qui se succédaient. Et en fait, ces séquences-là sont des séquences qui sont connues aujourd'hui comme étant des séquences qui sont instables. Donc, pour résumer schématiquement, on a une anomalie au niveau d'une base sur la double hélice de l'ADN. Si cette anomalie, en fait, est située dans un gène, c'est-à-dire dans une séquence qui correspond à un gène, lorsqu'il y a la photocopie de ce gène dans la fonction, la mutation va se retrouver photocopiée. Et lorsqu'on va vouloir traduire en protéine, on va se retrouver également avec la copie de cette mutation, et très souvent, on arrive en fait à ce que cette protéine ne soit pas formée. Donc ça veut dire que
on peut avoir des mutations dans un gène qui va être important pour former une protéine musculaire. Dans le muscle, lorsque ce gène va être exprimé, en fait, on va apporter la mutation qui va la donner à l'ARN messager et qui va faire que la protéine ne va pas être fonctionnelle. Donc, dans le muscle, on aura une perte de fonction. Ça veut dire aussi que cette perte de fonction ne va pas être visible dans des cellules sanguines, par exemple, puisque ce ne sera pas les mêmes gènes qui seront exprimés. C'est pour ça qu'on a des maladies génétiques par tissu et pas partout lorsqu'on a cette mutation. En fait, pour vous donner un exemple un peu plus précis, dans les maladies musculaires, moi je m'intéresse plus particulièrement à une maladie qui s'appelle la myopathie de Duchenne. Et elle est un petit peu particulière parce que cette maladie, c'est en fait une mutation dans une protéine qui s'appelle la dystrophine, et c'est une protéine qui est codée par un gène immense. En fait, ce gène, il est formé de 74 exons, donc pas 1, 2, 3, 4, mais 74 avec des introns qui sont aussi immenses. Et le problème, c'était que quand on a voulu essayer de réparer en fait, le fait que cette protéine n'était plus là dans le muscle, bon, on s'est dit, bah, c'est pas grave, on va venir amener le gène qui va être sans la mutation et on va essayer de faire exprimer une nouvelle protéine dans les cellules musculaires. Le problème, c'est que ces systèmes-là, ça existait, effectivement, mais que ce gène, il est tellement énorme, en fait, qu'on n'arrivait pas à le faire rentrer dans un petit vecteur qui puisse l'amener dans le muscle. Et ce que je veux dire, c'est que c'est un exemple précis qui a permis en fait un saut technologique. Si on ne pouvait pas amener le gène pour réparer, il fallait trouver un autre moyen. Et cet autre moyen, c'était d'amener les outils directement dans le noyau de la cellule pour permettre la réparation. Et ça a été le début du développement des biothérapies, et notamment de la chirurgie du gène, où je vais vous parler donc de deux approches différentes. Donc soit on utilise des ciseaux à ADN, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans la cellule, en permanence, l'ADN est surveillé, et quand il y a une anomalie, il va y avoir des enzymes qui vont venir, des protéines qui vont venir couper l'ADN, préparer, etc. On va utiliser ces ciseaux à ADN qu'on appelle les méganucléases. Et on a une seconde approche pour laquelle on va utiliser en fait le système d'épissage. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a une photocopie qui n'est pas tout à fait prête. On a besoin d'un épissage pour faire une deuxième copie qui va être traduite en protéines. Et on s'est dit qu'on allait utiliser ce système-là, le détourner, pour pouvoir en fait venir et intervenir sur ces grands mécanismes de transcription. Alors comment et pourquoi ? Lorsqu'on a une anomalie sur les deux brins d'ADN, qui est représentée ici en rouge, on va utiliser les propriétés de ces méganucléases, mais en fait, pas n'importe comment, on va fabriquer des méganucléases qui vont savoir reconnaître spécifiquement les parties qui sont mutées au niveau de l'ADN. Ça veut dire qu'on apporte dans la cellule cette méganucléase un petit peu spécifique pour l'adresser sur la mutation qu'on aura choisie, et après, elle fait sa fonction. Elle coupe, et après, elle recrute ses copines pour venir préparer et réparer. Au niveau, aujourd'hui, des approches sur les méganucléases, on sait que la preuve de principe, elle est faite, on sait que ça peut marcher. Maintenant, on est extrêmement vigilant par rapport à la spécificité, c'est ça qui pose un problème. Il faut vraiment que ce qu'on va amener comme ciseaux, on ne coupe pas à côté, ou on ne coupe pas des zones qui ne sont pas abîmées, ou on ne coupe pas dans un autre gène. Et en fait, tout le travail aujourd'hui est sur la spécificité de ces ciseaux-là dans un contexte où on connaît la mutation. Quels ciseaux on va utiliser pour essayer de retirer cette mutation ?